Là, on y va. Bonsoir. Allez, on commence. Donc, nous continuons le premier pérec du Netzach. Alors, la semaine dernière, on avait vu juste le premier Kéta et un petit peu donc l'idée qui centrale du texte. Je rappelle ce qu'il voulait fonder, c'est que la galoute, c'est pas juste un état catastrophique, c'est sortir de la normalité. Il y a une norme, et être en galoute, c'est sortir de la normalité, sortir de ce qu'on appelle le seder. Ce que nous appelons l'ordre, c'est pas ce qui est la norme au sens de ce qui est usuel. Non, sortir du seder, c'est une pathologie. C'est-à-dire que c'est être en dehors de l'ordre réel, l'ordre du réel. J'ai donné un exemple. Il y a, si on imagine que 90% de la population est en surpoids, alors un homme qui ne le serait pas, il n'est pas dans les normes. Mais c'est lui qui est normal en fait, et le reste de la population qui est malade. Donc ce n'est pas ce qui se fait de facto qui fixe la norme, c'est d'abord un état idéal, ce qu'on appelle l'état de santé. Et si tu n'es pas dans la norme qu'on appelle l'état de santé, alors tu es dans un état de pathologique. C'est ça dont le Maharal parle. Il y a un état de santé, de briout. L'état de santé, c'est pas un état de santé physique ni mental, c'est ce qui correspond au Seder Haolam, au réel. Quand le clan d'Israël est dans une situation qui correspond à la réalité, au réel, alors il est dans le Seder. Être en galoute, c'est vivre l'expérience de l'impossible, de vivre une expérience de quelque chose qui est hors du Seder, hors de la normalité. Ça, c'est l'idée qu'il a fondée, et c'est ce qu'il a voulu dire, que étant donné que la galoute n'est pas juste une situation catastrophique qui touche Israël, mais c'est les faire sortir de leur état normal, du Seder. Donc nécessairement la galoute appelle la Géoula. Appelle la Géoula, puisque on ne saurait perpétuer une sortie du Seder qui soit tmidite, qui soit perpétuelle. Ça ne peut pas être pérenne, cette situation-là. Donc si la galoute, c'est une sortie hors du Seder, elle ne saurait que ramener à la Géoula. La galoute annonce la Géoula. Ce n'est pas que la galoute, c'est une situation difficile, et puis un jour, la Géoula va nous faire oublier la galoute, comme par un mouvement différent. C'est que la Géoula, elle se nourrit de la galoute, elle travaille en sourdine dans l'état de galoute. Ça, c'était l'idée qu'on avait vue la semaine dernière longuement. Je reviens pas là-dessus. Ce que je veux maintenant étudier, ce sont les trois dimensions que le Maharal donne de ce qu'on appelle la galoute. Étudiant un midrash, il va expliciter qu'il y a trois dimensions dans chaque galoute, et ces trois dimensions, ce sont les trois façons de sortir du seder, de l'ordre du réel. Alors, si vous voulez bien, on commence peut-être par la fin, pas comme lui il l'a fait. On commence par lire le texte du midrash, et après on verra ce qu'il commente. C'est extrêmement singulier, ce malach du Maharal. Généralement, il construit toujours son approche en commentant un texte. C'est toujours comme ça qu'il fait. Il a mis un texte, il commente et il développe. Et ici, le texte qui va lui servir de base viendra après le commentaire. C'est rare. Comme s'il voulait prouver que ce qu'il va dire, c'est pas simplement nourri par les chachamim, mais c'est nécessaire du point de vue de la chakira. Donc, il va d'abord développer sa formulation, sans même faire référence à un midrash qui pourtant a nourri sa réflexion, et après il ramènera Ramzou Davarze Chachamim dans le midrash. Pourquoi tu agis pas comme tu le fais en général? Apporte le texte et commente-le. Tout le Maharal, c'est des commentaires de texte. Tout le Maharal. C'est que des commentaires de Chazal. Tout le texte Maharal, c'est toujours Amrou Chachamim, Amrou Pasuk, un midrash, et il commente. Ici, c'est le contraire. Comme s'il commençait, rien dans les mains, rien dans les poches, on commence sans rien, on réfléchit, on impose par le sechel la nécessité de la Géoula, et une fois que c'est bien posé, j'amène ce que les Chachamim ont dit. Pour montrer, comme si le Maharal voulait faire ici, souligner que ce qu'il a dit ici, c'est pas juste un enseignement, c'est nécessaire par la Chakira du sechel.
Veramzu chachamim davar ze, bechormatam bebereshit rabba, yomer Hashem el Avram, yadoa teda. Yadoa shani mefazran, teda shani mekaptzan. Yadoa shani meshmashkenam, teda shani porkan. Yadoa shani meshabdan, teda shani goalam. Donc 3 dimensions. Le pizour, le mishkun et le shi'aboud. 3 dimensions de la galoute. Pizour, c'est la dispersion. Le mishkun, c'est de ne pas être en son lieu, la perte de lieu. Et le shi'aboud, c'est l'asservissement. Et sur ces 3 dimensions, il y a 3 prinotes de Géoula. Mekaptzan, c'est ramener le pizour. Memashkenam, porkan, c'est libérer, c'est ramener la chose à son objet. Alors, le principe, c'est un mashkon qui ne se trouve pas chez le lové, le propriétaire, mais se trouve chez le malvé. Ça, c'est le principe du mashkon. Mashkon, c'est qu'il n'est pas en son lieu. Parce que, où est le mashkon? C'est quoi prendre un mashkon? Un mashkon, on n'utilise pas. On n'a pas le droit d'utiliser le mashkon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je te prends un gage. Mais le gage, il est le tien, il n'est pas à moi. Seulement, il n'est pas chez son propriétaire. Et dans le Rama, il y a marqué, dans ce qu'on a rour, qu'on ne peut pas être Magdish un Chefetz Memushkan. Parce que ça s'appelle d'avoir chez Eno Birshuto. Adam lo makne, en tout cas lo Magdish, et pour les Rishonim normalement, Eno makne, d'avoir chez Eno Birshuto, comme un Chefetz qui est Gazoul. Gazal venuti ashua balim, shneem enechem leagdish, c'est les fiches Eno shelo, vezé les fiches Eno Rishuto. Le Maramo, il dit qu'un Chefetz Memushkan, il s'appelle Eno Birshuto chez la Adam. C'est pas juste qu'il se trouve dans un autre lieu bémicré. Vous voyez, si par exemple, moi j'ai mon animal qui rentre dans le khater de quelqu'un d'autre par hasard, il s'appelle Birshuti. Pourtant, il n'est pas dans ma maison, il est dans la maison d'un autre. C'est pas essentiel. C'est pas son lieu. Le lieu de l'animal, c'est chez moi. Donc même s'il se trouve dans le Reshut Arabim ou s'il se trouve chez quelqu'un d'autre, ça s'appelle encore que son lieu est chez moi. Par contre, quand c'est Memushkan, alors il n'est pas dans son lieu. Le lieu, c'est d'être chez le malvé. C'est ça le principe du gage. Donc, un répète qui est Memushkan, ça signifie un répète qui n'est pas en son lieu, et ça devient Eno Birshuto. Sur cette dimension du piso, de la galoute, qui est le Mishkun, Porkan, je le rachète, je le libère, je le ramène à son lieu. Yadou Hashani Meshabdam, le Shabout, ça c'est l'asservissement, être asservi, ne pas pouvoir décider, être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Ici, on ne parle pas de la difficulté du labeur, hein, c'est pas de ça dont on parle. On n'est pas en train de dire le type il souffre, c'est difficile, on le frappe, il doit travailler, c'est pas ça du tout. Le shi'aboud ici, c'est au sens où je ne peux pas décider de ma vie. Je suis soumis aux décisions d'un autre. Lui décide pour moi. C'est ça le shi'aboud. Être soumis à la décision de quelqu'un, c'est le shi'aboud. Après que le shi'aboud peut devenir mar, avodakasha et tout ça, ce sont des intensités. Mais le principe même du shi'aboud, c'est ne pas être en son propre reshoot. Nous l'avons dit quand nous étudions Pessah, je ne me rappelle plus à quelle occasion, mais le principe même de la relation de maître à élève, il y a quelque chose du shi'aboud. La maroute du shi'aboud, on le retrouve aussi dans la dimension du Rav au Talmid, Zrok Mara Betalmira. Mara, le goût mar. Mar, c'est quoi? Mais je ne suis pas en mon lieu, je suis soumis à l'enseignement d'un autre. C'est déjà quelque chose du shi'aboud. Ah oui, aujourd'hui c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas arriver au Emet sans passer par la Kabbalah de Mipirav. Mais c'est pas ça l'idéal. Le Navi dit que les Hatid Lavo, il n'y aura plus de Rav, chacun étudiera Torah seul. Sans avoir besoin de passer par un... Même ça, c'est déjà un chisaron. Donc le shi'aboud, c'est pas au sens de la servitude, de la difficulté, de l'esclavage. C'est pas l'esclavage. C'est au sens où j'ai perdu mon autonomie. Je suis soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma volonté qui dirige ma vie. Nous avons ici donc les 3 dimensions. Velo Atkan. Velo utzrechu b'midrash teberkol u'dvarim sheminyan echad. V'daya lomar yadua shani mishalam teda shani goalam. Pourquoi? Et si c'est l'important, c'est que Avraham Avinu reçoit la haftacha que le clan d'Israël va être sauvé. Alors dis-le en une phrase, qu'est-ce que tu as besoin d'être mefaret, goalam, mefazram, pourquoi tout ça? Chez Zéouikar, je m'atsque b'chol makom, chez Igal Israël.
למה להזכיר הכינוס והפירוק? רק רצו לפרש כי בשתי אלו מילות ידוע תדע נרמז הגלות והגאולה. הגלות בלשון ידוע והגאולה בלשון תדע, שהוא לשון עתיד. ורוצה לומר, מן הגלות תדע הגאולה על עתיד. De la galoute, tu peux apprendre la géoula. Mais attention, on avait expliqué que ce n'est pas un exercice de logique. Comme il avait expliqué au départ, que d'une chose, tu peux comprendre le contraire. Du feu, de la chaleur, tu comprends le froid. C'est pas ça. C'est ici un événement d'existence, pas un événement de logique. La galoute amène à la géoula. C'est pas une question de connaissance. C'est pas une question cognitive. Comment tu apprends? Tu apprends mieux une chose si tu vois son contraire. C'est pas ça. Ça, c'est en général. Ici, on est en train de te dire que la galoute amène à la géoula, nécessairement. Donc, Beshta Emilotu Yadoa Teda Imaz Galout Vagoula, Galout Bishon Yadoa, Vagoula Bishon Teda. Verata Lomar Kimina Galout Teda Geoula Latid. Como Shipirshu Yadoa Shanim Fazran Teda Shanim Echadsan. Qui a pisou Reno les fils Arametziut, Chi Davar Echad, כמו כל ישראל, אכן מפוזר כמו שדבר כדברים של אחד, וכן ידוע שאני ממשכנם ונתתי אותם ברשות האחר, בין ראוי לספסר המציאות, etc. Bon, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Il est en train de nous dire une chose. Quelle était la question? Essayons de comprendre. Il y avait une question et une réponse. La question, si tu viens apprendre, nous enseigner qu'il y aura une Géoula, tu n'as pas besoin de parler des trois dimensions de la galoute. Suffit-toi d'une. Réponse du Maharal, non. On vient te dire que à galoute, quelle était la Lachon? Chez Mina galoute Teda Géoula. D'accord. C'est ça ce qu'on vient t'enseigner. Que Mina galoute Teda Géoula. Alors je pose une question simple. Et alors, en quoi ça justifie qu'on parle des trois dimensions? En quoi tu as répondu? En quoi la question est répondue? Sa question, c'était quoi? Si c'est pour enseigner que la galoute amènera la Géoula, ou qu'il y aura une Géoula, bon, dis-moi un des termes. Le terme général, à savoir le terme générique, qui est galoute et Géoula. Pas besoin de me parler de Pizour et de Shi'aboud, et de Mishkun. Bonne question. Réponse du Maharal, non, on vient t'apprendre, pas juste, on vient apprendre à Abraham, sois tranquille, il y aura la Géoula. Juste lui assurer la Géoula. Non, on vient lui apprendre que la Géoula procède de la galoute. Et alors? Et pourquoi dire tout ça alors? En quoi tu as répondu? Ce qu'il veut expliquer, c'est on veut montrer en quoi la galoute amènera la Géoula. Parce que la galoute, ce n'est pas juste un problème, c'est une sortie du réel, une sortie de l'ordre. Parce que la galoute, c'est une sortie du Seder, nécessairement, elle ne saurait être pérenne. Et il faudra nécessairement revenir à l'ordre. En quoi la galoute, c'est une sortie de l'ordre? Et là, on t'explique que la galoute comprend trois dimensions et que ces trois dimensions sont contraires au Seder. Voilà pourquoi il faut dire les trois. Pourquoi il a répondu? En quoi il a répondu? Parce que précisément, si c'était juste pour m'annoncer la Géoula, bah, t'as pas besoin de tout ça. Mais si c'est pour me dire que la Géoula se nourrit de la galoute, et pourquoi? Parce que la galoute, c'est une sortie du Seder, et donc nécessairement, elle ne peut pas être éternelle. Alors je vais t'expliquer en quoi la galoute, c'est une sortie du Seder. Tu sais pourquoi? Parce que la galoute a trois dimensions, et chacune de ces trois dimensions, elle contrarie le Seder. Elle s'oppose au Seder. C'est ça l'idée qu'il a ramenée. Et donc, vous voyez, il va te dire, on te dit que le pizour est non les fils d'Arametziut. וכן ידוע שאני משכנם ונתתי אותם ברשות אחרת ואין ראוי לפי סדר המציאות שיהיו ישראל עומדים ברשות אחר וכן ישראל הם ראויים לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת אחרת. Voilà. Donc clairement, il a dit clairement les choses, que ce qu'on veut t'apprendre en insistant sur les trois dimensions, c'est pour bien signifier en quoi la galoute est une sortie du Seder. Et si on avait juste dit Yadoa Teda, Yadoa Shanim Shabdam, Teda Shanim Gualam, on n'aurait pas entendu la force de cette interprétation. On n'aurait pas compris que c'est ça ce qu'on vient de nous dire. On vient t'expliquer, non, c'est ça ce que je suis en train de te dire. Que la galoute naît, elle fait naître la Géoula parce qu'elle est sortie du Seder. Donc quels sont les trois types de la sortie du Seder? C'est le pizour,
le Mishkun et le Shi'abud. Alors, quelles sont ces trois dimensions? Mishkun, Pizur, et alors il dit, alors ça il le répète, il le dit ici, et il l'a explicité. Pourquoi ce serait pas clair en une seule dimension? Parce que tu n'es pas sûr que dans cette dimension, si tu avais juste dit Teda, Shani, Yadoa, Teda, Yadoa, Shani, Mishabdam, Teda, Shani, Goalam. Qui me dit que tu vas insister ici sur le fait que le Shi'abud, c'est quelque chose qui est contre le Seder? Peut-être que non. Peut-être que tu es simplement en train de me dire qu'il y a une annonce d'un fait catastrophique et une annonce qu'il y aura la Géoula. Mais quand tu me dis les trois dimensions, ce qui est totalement inutile, donc tu es en train de chercher, mais pourquoi ces trois dimensions? Alors, ces trois dimensions vient me dire, je suis en train de t'expliciter que ces trois dimensions ont ceci de commun, qu'elles sont Negala Seder. D'accord? Alors, quelles sont ces trois choses? Alors, il y a la première des choses, c'est d'avoir un lieu. Chaque chose a un lieu. Toute chose a son lieu. Ne pas avoir un lieu, c'est ordre du Seder. Un homme a un lieu, un objet a un lieu. Maharal dit que lorsque on écrit dans le get, alors on écrit le nom et le lieu d'habitation. Le nom, j'entends, c'est la personne. Pourquoi tu écris là où il habite? T'as qu'à écrire Yosef ben Shimon et Megaresh Leabat. Pourquoi tu écris Yosef ben Shimon Minahar Ze Mimata Ze Mimata de cette ville? Pourquoi tu écris le nom de la ville où il habite? Pour l'identifier, il y a d'autres manières, t'as qu'à donner la taille. Donne la taille. Aujourd'hui, dans un document administratif, on met la taille, la couleur des yeux. Tellement de manières d'identifier quelqu'un. Pourquoi la ville, c'est tellement important? C'est ça la manière d'identifier. Maharal dit non, c'est pas pour identifier, c'est qu'il faut écrire le nom. Or, le lieu d'habitation fait partie du nom. C'est Midin Shem, c'est une partie du Shem. Parce que qu'est-ce que c'est le Shem? C'est pas juste une façon de communiquer, de pouvoir signifier quelqu'un. Le Shem, c'est la Maout. Et bien, la Maout d'un homme, c'est son lieu. Donc, si tu n'écris pas le nom de la personne, tu n'as pas donné le nom. Tu l'as pas inscrit. Tu n'as pas identifié la personne. Pas parce que, à travers le lieu, c'est un moyen de savoir qui c'est. Non, non. Parce que le lieu, c'est la personne. Ça fait partie de son identifiant, c'est la partie de son identité. C'est inhérent à son être. Un homme, c'est quelqu'un qui vit dans un lieu. Le lieu, le makom, qui est Mekayem, l'homme. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de... perdre son makom, c'est perdre son identité. C'est être en dehors, c'est comme perdre son nom. Donc, c'est ce qu'il dit. Les Chen Israël Batmam, ils ont un lieu. S'ils perdent leur lieu, à savoir leur lieu, c'est Eretz Israël, alors c'est impossible. Les Chen à Pizur, et non d'avoir TV. Mais d'avoir Zé, me voir le Kol Adam, Ashur Bendat, qui Kol Achalakim, Nyan Echad. Nimkelama Yachilok Benem, Lutardu, Mechar Shem Davar Echad. Le Pizur, là, vous voyez, vous entendez bien. Ici, il dit d'avoir Zé, me voir le Kol Adam, Asheru Bendat. C'est ce que je voulais dire. Que s'il commence par une interprétation avant d'amener le Midrash, alors que généralement il amène le Midrash, c'est pour bien te dire que ce qui se passe ici, c'est Kol Bardat. C'est de l'ordre du Dat, de l'ordre de la Havana simple. Et donc il te dit, c'est normal, une Metsiout, elle est avec elle-même, elle est Meuchedet autour d'elle-même. Une Metsiout qui soit Mefouzeret, c'est contraire à son identité. Ou les Fikoar, Pizur, Israël, Ben Armot, ou d'avoir Yotsemina Teva. Comme moi, chez Timsa, Kol Advarim, Ativiim, et Nan Mecholakim, Shnaim. Ve'od, troisième dimension, chacune a son identité. L'autonomie de chaque Ouma, ça fait partie de son essence. Kol Sheken dit-il, Eretz Israël, le Klal Israël, dont le but c'est d'être le Elyon al Kol Haaretz. Donc
lui, évidemment, il ne saurait être Meshubad à des Umot. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, chaque fois que vous parlez de n'importe quelle chose, que ce soit le Klal Israël, ou un objet, ou n'importe quelle chose, il est de l'essence même de cette chose d'avoir ces trois dimensions. De ne pas être dans un pisour, de ne pas être éparpillé, d'avoir son lieu, de ne pas habiter un lieu qui n'est pas le sien, et d'avoir une tomie et de ne pas être asservi. Ça, c'est l'essence même de chaque chose. C'est vrai pour tout. Mais c'est vrai pour Israël. Et pour Israël, son essence d'être Erad, son essence d'être en Israël, ça fait partie de son essence. Alors, je veux juste dire un mot. Il faut bien comprendre. Le principe, il est clair. Toute chose, elle doit, par définition, être unie et pas dispersée, avoir son lieu et être autonome. D'accord. Donc, quand vous dites que Eretz Israël, le Klal Israël n'est pas en Eretz Israël, il a perdu son lieu. Quand vous dites que le Klal Israël est dispersé, il a perdu son unité. Quand vous dites que le Klal Israël, il est dominé, il a perdu son autonomie. Mais est-ce que c'est tellement simple? Est-ce que c'est tellement simple? Qui a dit que l'unité de tout le Klal Israël, c'est inhérent à son essence? Pourquoi? Un Klal, c'est beaucoup de pratim qui vivent ensemble. C'est quelque chose d'extérieur à l'identité de chacun. On est tous unis. On vit tous ensemble. Voilà, et après? Mais on est tous des singularités différentes. Alors on est mis staref dans un tzibour. Mais pourquoi ça s'appelle que si ce tzibour, il est nifrad, voilà, il y a quelque chose qui est une sortie du seder. Mais pourquoi? Pourquoi? Si vous dites d'une personne qu'elle perd son unité, d'un corps qui se disloque, ça c'est contre le seder. J'entends bien. Mais quand vous parlez d'un groupe de personnes qui vivent ensemble, sur une même terre, avec une même langue, et puis que ce groupe se disloque, qu'est-ce qu'il y a d'anti-seder? Qu'est-ce qu'il y a d'anti-réel? C'est rien. Au contraire, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment où les hommes se sont mis ensemble, et puis cette chose-là est passée. Où est-ce que vous entendez l'idée que le fait que le Klal Israël soit mefouzar, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible? Vous comprenez? Ben évidemment, parce que la hardoute du Klal Israël, ce n'est pas une hardoute volontaire parce que les Juifs ont décidé d'habiter ensemble. C'est pas ça la hardoute du Klal Israël. Pas du tout. Ceux qui font de la hardoute du Klal Israël, c'est pas une volonté de vivre ensemble. Ben, on le sait bien, nous, en Israël. S'il y a une chose qu'on sait aujourd'hui, c'est ça. Parce que quand on nous dit Ata echad vishimcha echad ou mika mecha Israël goy echad baaretz, donc le cas Israël c'est goy echad, tu peux tout dire, sauf que les Juifs en Israël, ils vivent ensemble par volonté. Hein? Entre les Chilonim et les Haredim, les Datim et les Haredim, à l'intérieur des Haredim, bref. On peut tout sauf dire qu'il y a une volonté commune de vivre ensemble. On passe notre temps à nous tirer dans les pattes les uns aux autres. C'est pas un peuple qui forge une identité parce qu'ils ont un idéal commun. Quel idéal commun? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu vas comparer un juif de Bnei Brak avec un type de Tel Aviv? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Il y a une volonté commune de vivre une aventure en commun. Quelle aventure? Rien de rien. Alors c'est quoi la hartou du Klal Israël? Ata echad. Ou mika mecha Israël. Un mecha. Parce que Hachem est un, et que l'unité d'Akadosh Baruch Hu est le fondement de l'unité du Klal Israël. Donc c'est pas une unité que nous désirons, ce n'est pas une unité que nous formons, ce n'est pas une unité à laquelle nous... Non, elle nous définit. Nous sommes un parce que nous sommes le Klal Israël. La hardout d'Akadosh Baruch Hu, elle nous donne cette hardout-là. Maral dira dans le plus tard que Perek Esser, nous sommes Echad parce que nous avons reçu la Torah. Le Seder de la Torah qui donne une unité aux choses. Nous sommes unis parce que nous portons
la mégama, nous portons le projet d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les porteurs du projet d'Hachem. Que nous le désirions ou pas. Que nous le voulions ou pas, même si on ne le veut pas. On est quand même unis. On est quand même un. C'est une unité qui n'est pas une unité conventionnelle. Ça ne vient pas par convention. C'est pas un contrat social. Quel contrat social? Qui peut pas parler d'un contrat social? Déjà, même pour les Oumot, le contrat social, c'est une utopie que les philosophes ont imaginé pour permettre de comprendre l'être ensemble. Mais chez le clan d'Israël, c'est pas de ça dont il s'agit. L'unité du clan d'Israël est l'unité au niveau du seder, d'un métier, du réel. Et voilà pourquoi un clan d'Israël qui est Mefouza, c'est une impossibilité. Pourquoi c'est impossible? Parce que ça ne correspond pas à la métier du clan d'Israël qui essaie de porter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le pisour, alors, il est cher qu'au Bnei Israël. Quand on parle de galout, par exemple, pour d'autres pays, d'autres peuples. Si un peuple il est mis de Pazer, il n'est plus un peuple. Qu'est-ce qu'il va faire de lui? Qu'est-ce qu'il fera d'un peuple quand il est mis de Pazer, qui perd sa langue? Ils n'ont plus ni une unité géographique, ni une unité de langue, ni de juridique, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait d'un peuple? C'est pour ça qu'il y avait un grand philosophe qui disait que depuis que Israël a perdu sa terre, a perdu sa langue, les Juifs ne parlent plus la même langue, pendant des siècles, ils n'ont plus la même terre, et ils n'ont plus une autonomie juridique, Israël n'existe plus. Il n'existe plus en tant que peuple. Selon les catégories du politique, ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est l'unité d'un territorial, géographique, une même langue. Une langue, ça veut dire pas simplement une langue, une culture, une langue qui véhicule une culture, et une autonomie de décision. Et on n'a rien de tout ça. Vous prenez un juif du Maroc au 19e siècle et un juif allemand, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire. Déjà, ils ne peuvent pas parler la même langue, et puis ils n'ont strictement rien à se dire. Et le juif allemand, il se trouve des affinités bien plus grandes avec son collègue de la faculté, avec lequel il partage le même banc. Même s'il est haredi, même s'il est haredi. Parce qu'il n'y a rien de commun. Et pourtant non. Et pourtant non. Et pourtant non. Donc ça veut dire que Hegel a tort, le clan d'Israël existe, donc il a tort. Il est là, on est là, il a tort. On est là. Ça veut dire que notre unité, c'est pas du tout le même type d'unité qui forme celle des peuples. Et ça rend le pisour d'Israël une impossibilité. Autre donc dimension du pisour, la dimension de la perte du lieu, Eretz Israël. Être en Eretz Israël, c'est pas juste être dans un lieu commun, c'est le seul lieu qui a cette capacité de tenir la hardout d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre pourquoi, mais ça il va en parler longuement dans le Sefer HaNetzach. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Eretz Israël? Mais c'est pas un lieu comme un autre, vous voyez? C'est pas un lieu comme un autre. C'est pas l'Ouganda où on a voulu mettre les Bnei Israël, les Juifs, et créer un territoire. Non, c'est Eretz Israël. Il y a cette capacité de hardout dans le clan d'Israël, parce que précisément, et à nouveau, Eretz Israël, c'est le makom d'Akadosh Baruch Hu. Parmi toutes les haratzot, c'est le lieu où s'exprime le plus la metziut d'Akadosh Baruch Hu. Il est Adon à la Haaretz. C'est un makom où il y a un guilouille permanent de la metziut d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, l'unité du clan d'Israël qui procède du fait qu'on est unis parce qu'on est le Ham d'Hachem, ça fait aussi que notre lieu, ce soit le Makom d'Akadosh Baruch. Et enfin, si on est le Ham d'Akadosh Baruch, on ne saurait être Meshoubad à un autre peuple. Alors c'est vrai pour tous les peuples, Maral dira c'est vrai pour tous les peuples, un peuple ne peut être Meshoubad à un autre, c'est a fortiori vrai pour le clan d'Israël. Pourquoi c'est a fortiori vrai pour le clan d'Israël? Comme on en a souvent parlé, qu'il est b'nei Israël avadim, velo avadim le avadai. Être dans le reshut d'Akadosh Baruch Hu, c'est mafkia otanu de tout shi'abud. D'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal?
qu'il est impossible d'être en galoute, on est en galoute. On est en galoute. Et Maral dira ailleurs que la galoute, elle est plus possible pour le clan d'Israël que pour les Houmot. Oui, parce que les Houmot, ils vivent l'ordre du monde. Le clan d'Israël, lui, n'est pas dans l'ordre du monde, dans l'ordre naturel. Il est exclu de l'ordre naturel. Donc, soit le clan d'Israël, il est à la hauteur de ce kécher avec Akadosh Baruch Hu, soit alors il est soumis au... Alors, évidemment, il est dispersé. Donc, en réalité, quand nous disons que la galoute, c'est une impossibilité, c'est une anormalité, c'est par rapport à la Metsiout et à Métit du clan d'Israël. Par contre, par rapport à la Metsiout du Chet, c'est normal. Quand tu es dans le Chet, c'est ça. Le Chet s'exprime, dira le Maharal, le Chet s'exprime par ces 3 dimensions. Et c'est pour ça qu'il dira ici qu'en fait, quand tu dis, et c'est une idée très importante, quand tu dis que la galoute est une impossibilité pour le clan d'Israël, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire que le chet, c'est une impossibilité pour le clan d'Israël. Le chet, c'est une sortie hors du Seder. Vous entendez? Alors, je veux reprendre le mouvement pour que ça soit clair. Maral dit, la galoute, la dispersion d'Israël, sa délocalisation, son shi'aboud, son asservissement, c'est hors du Seder. J'entends. Mais pourtant, on le vit bien. Et pas simplement on le vit bien, dans d'autres textes, le Maral dira que Israël est prédisposé à la galoute plus que n'importe quel autre peuple. Pourquoi? Parce que n'importe quel autre peuple, ce qui le définit, c'est son ordre dans le monde, son ordre naturel, sa place naturelle dans le monde. Comme c'est sa place naturelle dans le monde, ben les Allemands, ils sont allemands. Il n'y a pas de raison qu'un Allemand, il se retrouve, que le peuple allemand se retrouve en Argentine. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus que le peuple allemand soit asservi à un autre peuple. S'il est asservi, ça sera pour peu de temps. C'est où ça va être très peu de temps, ou bien ça veut dire que le peuple ne sera plus là. Alors deux choses l'une. Quand tu as une galoute pour un peuple parmi les peuples, c'est où c'est très rapide dans l'histoire, ou ça veut dire que le peuple asservi n'existe plus. C'est sa fin. Et pourtant, dit-il, le clan d'Israël, il perdure en galoute des années, des siècles. Qu'est-ce qui se passe? Maral dira, parce que la galoute, elle est plus proche, elle est plus adaptée au clan d'Israël qu'un autre peuple. Ça s'arrachait les cheveux. Ici, il est en train de dire le contraire. Il est en train de dire que la galoute, pour Israël, c'est une sortie de l'ordre plus que pour n'importe quel autre peuple. Réponse. Il y a le clan d'Israël qui est à la hauteur de son identité. C'est un clan d'Israël qui n'est pas choté. Alors il est avec Akadosh Baruch Hu. C'est le clan d'Akadosh Baruch Hu. Auquel cas, il doit être meuchad. La Achdut d'Hachem doit imprimer son sens sur le clan d'Israël. Il est echad comme Hachem est echad. Il est dans le makom d'Akadosh Baruch Hu. Et il est libéré de tout shi'aboud. Mais quand le clan d'Israël est choté, alors il ne peut même pas bénéficier de l'ordre naturel des autres Umot. Il n'a pas ça. Donc s'il perd cette Ma'ala Elokit, eh bien il perd tout. Alors qu'un autre peuple, même s'il n'a pas la Ma'ala Elokit, il a quand même cette définition naturelle d'un peuple parmi les autres. Voilà ce que dit le Maharal. Donc vous voyez, c'est en fait ce que la Gemara dans Ktubot dira. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a dit, Ashrechem Israël, Bizman shatem osim retzono shel makom, en uma yichola lishlot bachem, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נמצאים ביד בהמתם של ישמעאלים. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Grandeur et décadence d'Israël, c'est les deux phases de la même chose. À savoir, Israël n'a pas d'identité naturelle. N'a pas. Il n'est que sa Ma'ala Elokit. Donc si tu vis à la hauteur de ta Ma'ala Elokit, en uma yesholetet bachem, et sinon, tu peux dire, bon alors, on n'est pas Israël, le peuple d'Hachem. On n'a qu'à être Israël, l'État d'Israël, je sais pas, Tel Aviv, pourquoi pas? Ah, on peut pas être le clan Israël, on ne veut pas. Mais on peut être, je sais pas, il y a d'autres manières, on peut être un peuple comme les autres. Ah, tu peux pas. Tu ne peux pas. Soit tu es tout en haut, soit tu es dans la décadence la plus totale. Donc,
quelle est, on va dire, la situation normale, entre guillemets, du clan Israël quand il est roté? C'est la galoute. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit que la galoute c'est une sortie du Seder? Parce que la situation normale du clan Israël, c'est de ne pas être dans le chet. Le chet lui-même, c'est une impossibilité. C'est pas possible le chet. Le chet, c'est une impossibilité. Pourtant, on a la Bechira. Non, mais cette Bechira, elle est seconde. Elle est toujours seconde. Le Tov, c'est ce qui existe. Le chet n'existe pas. Donc le chet, c'est toujours une impossibilité. C'est pure illusion. Or, l'illusoire ne peut pas tenir tout le temps. Voilà. Donc en fait, ce que le Maharal nous apprend ici, que la galoute, c'est quelque chose d'impossible, ce qu'il est en train de nous apprendre, c'est que le chet, c'est quelque chose d'impossible. Et il le dit ici, vous n'avez qu'à le retrouver, que le chet, c'est d'avoir chez Mikri. Un chet ou un Mikri. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. C'est pour ça que on peut tenir d'un côté que le clan Israël est plus prédisposé à la galoute, et d'un autre côté, dire que c'est une impossibilité. Maharal répétera, il dira, à ceux qui pensent que le fait que le clan Israël soit l'unique peuple dans l'histoire qui puisse supporter 2000 années de diaspora, ce qui n'existe pas nulle part. Aucun peuple n'a supporté 2000 ans de diaspora. Il y a des peuples qui ont fini d'exister. Mais exister dans un exil permanent ou semi-permanent, qui semble infini, c'est pas possible. Maharal dit oui, c'est vrai, pour aucun peuple c'est possible. Mais pour Israël, c'est possible. Parce que c'est là la nature d'Israël d'être en galoute. Mais c'est la nature d'un Israël qui ne vit pas conformément à son identité de Am Israël. Alors, au contraire, il est disposé à la galoute. Par contre, Israël, par rapport à ce qu'il est réellement, qui est son chibour à Akadosh Baruch Hu, il ne pourrait connaître de galoute. Ouais. Bon, alors, d'accord. Si c'est comme ça, alors si Israël choisit le chet, c'est normal qu'il soit dans la galoute. Pourquoi tu me dis que c'est pas normal? Tu me dis qu'Israël, il y a deux possibilités. Si tu es dans le Tov, tu n'es pas en galoute. Si tu es dans le Ra, tu es en galoute. Bah alors qu'est-ce qu'il y a d'anormal? C'est deux possibles. Non, ces deux possibilités sont pas les mêmes. Il n'y a pas une équivalence entre le Tov et le Ra. Il n'y a que le Tov. Le Ra n'existe pas. Le Chet n'existe pas. C'est un manquement d'être, le Chet. Donc, comme le Chet est quelque chose qui est impossible, qui est hors du Teva, donc la situation de galoute, qui est la situation d'Israël en comme Chet, elle est impossible. Elle est sortie du Seder. Donc, elle ne saurait perdurer. D'accord? Chaque fois, donc ce qu'on veut dire ici, alors je continue encore, en précisant, le Chet amène ces trois dimensions, du Pizour, du Shirboud et du Galout. C'est le Chet. Vrai? Le Chet amène ces trois dimensions. Ça c'est très très important cette idée, parce qu'elle signifie qu'il ne faut surtout pas entendre que la galoute du clan Israël, c'est un onesh, une punition, un châtiment. Au sens où, ou bien, à moins de bien entendre ce qu'on appelle un onesh dans la Torah. Mais si on entend le onesh, voilà, je te punis. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as fait une avéra, et parce que tu as fait une avéra, eh ben, tu mérites la galoute. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, la galoute, elle ne fait que exprimer une situation qui était déjà contenue dans le chet. Quand tu fais un chet, tu te mets en galoute. Tu es en galoute. Maintenant, ça se voit pas. Quand le clan d'Israël, il est golé mais arzo, ça, c'est simplement mettre en évidence quelque chose qui s'était déjà joué avant. Est-ce que vous me comprenez? Quand le clan d'Israël, il est en galoute, il n'y a rien qui s'est passé en fait. Quand le clan d'Israël sort en galoute, rien ne s'est passé dans la sortie en galoute. Rien de rien. Rien. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce que si tu sors en galoute, tu étais déjà en galoute avant de sortir en galoute. Quelqu'un qui n'est pas en galoute ne peut pas sortir en galoute. Si tu sors en galoute, c'est qu'en réalité, déjà auparavant, tu étais dans le chet et tu n'avais plus cette identité du Am Echad. Donc en fait, tu étais déjà totalement dans la situation de la galoute. Seulement, c'était pas visible.
Le ver était dans le fruit, mais on ne le voyait pas. La galoute, au sens où nous l'entendons, l'exil que Klal Israël a subi, c'est simplement d'ouvrir le fruit et de montrer le ver. Mais il était déjà là. Il était déjà là. Quand le Beth Amikdash se met à brûler, il brûle vraiment, il n'y a rien qui se passe. La Aveloute, quand le Beth Amikdash commence à brûler, voilà, c'est précisément au moment où le Beth Amikdash brûle qu'on calme la Aveloute. Il y a moins grand. Tisha B'Av, c'est avant et pas après. Mais attends, c'est pas normal, on devrait commencer la Aveloute, tout le monde pose la question. La Aveloute Tisha B'Av, elle se fait, et elle est essentiellement avant le moment où le Beth Amikdash a brûlé. Et quand le Beth Amikdash a brûlé, nous on arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là où tu devrais prendre le deuil. Réponse, mais le Beth Amikdash qui brûle, c'est parce qu'il n'y avait rien à brûler. On ne peut pas brûler un Beth Amikdash. Ça n'existe pas, un Beth Amikdash brûle. Si le Beth Amikdash brûle, c'est qu'il n'était pas là. Ce que la Gemara dit, quand ils ont dit à Titus, tu crois que tu as fait quelque chose, tu t'enorgueillis d'avoir détruit le Beth Amikdash, tu as moulu de la farine moulue. Tu n'as rien fait. Si le Beth Amikdash était là, tu n'aurais pas pu. Il n'y avait plus rien. Il y avait un artifice de Beth Amikdash. C'était une illusion. Donc quand l'illusion, elle se perd, et on détruit le Beth Amikdash, à la rigueur, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais on pleure sur ce qui s'est passé en amont. Pourquoi on est arrivé à une situation où le Beth Amikdash intérieur, il n'était plus là? Vous comprenez? Voilà ce qui se joue ici. Donc ce que le Maharal est en train de nous dire, c'est que si la situation de galoute, elle est impossible, c'est parce que cette situation de galoute qui exprime le chet, c'est pas un honnête sur le chet, ça exprime, ça manifeste la situation d'un homme en chet, et ça, ce n'est pas possible. Parce qu'un homme dans le chet, c'est pas quelque chose de possible. Nous, on croit qu'on a une bechira, et qu'on a deux possibilités de choisir le tov et le ra, qui sont égales. Elles ne sont pas égales. C'est biaisé à l'avance. Seul le tov existe. Être dans le chet, c'est être dans l'impossible. Donc, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est chaque personne, la galoute est, sous ces trois dimensions, de pizour, de shi'aboud et de mishkou, sont en fait les expressions du chet. Le chet amène à cela. Le chet amène au shi'aboud, le chet amène au mishkoun, et le chet amène au shi'aboud. Vous êtes d'accord? Et c'est parce que le chet fait cela qu'en réalité, quand le Klal Israël est choté, ou même au niveau individuel, quand un homme il est choté, il est déjà en galoute. Maintenant, personne ne le sait. À un moment, à jour dit, bon, ça y est, ça suffit. On va lever le voile, on va arrêter de jouer, de faire semblant, et je vais te montrer où tu es vraiment. Je vais te montrer où tu es vraiment. Donc, en fait, la galoute ne fait que nous manifester un état qui était déjà précédé. Alors, essayons de comprendre maintenant rapidement pourquoi le chet, il définit ces trois dimensions de pizour, mishkoun et shi'aboud. En quoi le chet, il est générateur de pizour, mishkoun et shi'aboud. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez compris où j'en arrive? Puisque nous disons que la galoute n'est pas un onesh, la galoute, elle n'est que l'expression d'une situation qui était inhérente au chet, c'est donc qu'est-ce qui a fait la galoute? Pas qu'est-ce qui a causé. Mais c'est quoi la galoute? Qui l'a façonné la galoute? Ben c'est le chet. Le chet, c'est lui qui fait le pizour. Le chet, c'est lui qui fait le shi'aboud. Le chet, c'est lui qui fait le mishkoun. C'est pas que à cause du chet, Akadosh Baruch Hu, il nous punit. Non, c'est le chet qui le fait. Alors essayons de comprendre pourquoi le chet fait ces trois choses-là. Chaque fois que l'on fait un chet, on est dans le pizour à nefesh. C'est ça un chet. Un chet, c'est que l'homme, il a plein de kochot, et au lieu de les unifier pour retrouver toutes ces kochot, pour les réunir, comment on les réunit? Dans leur shoresh, dans ce qui est l'origine et le shoresh rishon de tout ce qu'est un homme, on est mitpaser. Voilà. Et l'homme, il devient un pantin désarticulé. Ça, un homme qui est en proie à la tava, vous le voyez bien, ou au kas, ou à d'autres midot, il est complètement désarticulé. Il n'a pas de cohérence, il n'a pas de... Il est une fois comme ça, une fois comme ça. Il est déchiré, il est arraché, tiraillé entre un ratson, une tava et une autre. Il n'y a rien qui met à ched autour.
Ça, c'est la première dimension que le chet, c'est un pisour, un nefesh. Pisour des kochot du nefesh. Lorsque Akadosh Baruch Hu parle à Adam Arishon pour la première fois, ce qu'il lui demande, c'est Urdu Bidgatayam. C'est de dominer tous les animaux, les poissons, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pour c'est essentiel. C'est tellement essentiel que c'est la première d'Ibra qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme. Pour vous, Milou et Aret Vekivshua, et puis Urdu Bidgatayam. Qu'est-ce que c'est pourquoi c'est essentiel? Puis qu'est-ce que ça signifie quoi? Il faut qu'on devienne chasseur? Non, ça signifie que l'homme, comme dit le Nefesh Chaim, a été créé à partir de tous les kochot de la Bria. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé tous les kochot et après qu'il ait créé ces kochot, il les a inscrits en l'homme. Et l'homme, il doit être me'achet ces kochot. C'est ça la rédia, c'est ça le shi'aboud qu'on a, la même chala qu'on a. Sur tous les kochot de la Bria qui sont intégrés en nous. Ça veut dire en 2 mots, ne pas être dans le pisour. Premier moment. Deuxième moment du chet, c'est le mishkun. Le mishkun, ça veut dire qu'on prend ces kochot et au lieu de les unifier, de les mettre en le makom où il faut, alors on prend les kochot et ça s'appelle le otzi et kochot levatala. Le chet de le otzi et kochot levatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie qui, elle a un makom et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. Deuxième dimension. Et enfin, la troisième dimension du chet, c'est le shiraboud. Être meshurobad. Être meshurobad. Pourquoi est-ce que Chachamim, quand il parle de la Avera, il parle de la Avera comme étant un issour. Moutar, assour. Mais moutar et assour, ça ne veut pas dire permis ou interdit. Moutar et assour, comme dans Hilchot Shabbat, ça signifie noué ou dénoué. Bet Asurim, c'est un lieu où les gens sont enchaînés. Pourquoi l'interdit est appelé comme Issour? Pourquoi? Quel rapport? C'est interdit, je t'autorise pas, c'est permis, c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on emploie le lachon moutar et assour? Comment vous comprenez ça? Parce que ce qu'il y a d'interdit, ce qu'il y a de terrifiant dans le Issour, c'est que tu es au contact avec quelque chose, plutôt que tu le domines, tu vas être dominé par la chose. Le Issour, c'est un certain mode de rapport au monde. L'homme, il est dans un rapport au monde où il doit être celui qui domine et qui donne forme aux choses. Le monde, on le sait, c'est le chomer, c'est la matière. Et l'homme est appelé à former, à donner une tsura aux choses. Mais celui qui donne la forme aux choses, il est libre. C'est lui qui opère, c'est lui qui agit. C'est le libre agent. C'est lui qui agit. Tandis que la matière, elle est la chose sur laquelle va porter l'action de l'homme. Ça, c'est quand tu es moutard. Ça, c'est quand tu agis. Et que, quand tu agis dans le monde, tu es en proximité avec le monde. Donc, si je suis en rapport avec le monde, est-ce que ça ne va pas influer en moi quelque chose? Est-ce que je peux vraiment être dans une proximité avec le monde et garder ma pureté? Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que si tu es en proximité avec le monde, nécessairement, tu vas y perdre des plumes. Non. Alors on te dit, non, ça c'est moutard. Non, ça tu peux le faire, c'est moutard. Ça veut dire quoi, c'est moutard? Si tu fais et tu agis comme ça, tu resteras libre. Tu veux manger, mais si je mange, je vais peut être dominé par le steak que je vais manger. Non. Si tu le fais béhéter, tu vas manger, tu vas avoir un rapport de proximité à la matérialité du monde sans que ça influe en toi quoi que ce soit. Tu saches que tu peux rester libre. Voilà. Dans le moutard, on te dit, c'est une aftacha, c'est une promesse divine que tu puisses avoir un contact au monde qui ne t'engage pas au sens où ça ne va pas t'asservir. Ça, c'est ce qu'on appelle moutard. Moutard, ça ne veut pas dire Hachem t'interdit pas. Non, c'est pas ça. Hachem te dit, vas-y, Bechavot, je suis derrière toi, je suis garant. Si tu utilises comme ça le monde, si tu es disposé comme ça au monde, il n'y a rien qui se passera. Tu resteras libre. Au contraire, tu vas toi former le monde. Tu vas donner une source. Qu'est-ce que c'est assour? Attention. Si par contre, tu vas dans le monde différemment,
ton rapport au monde, c'est selon le Assour, tu vas être une main liée. C'est le monde qui va te dominer. Au lieu d'être l'agent actif qui donne la Tzoura au monde, c'est toi qui vas devenir le Chomer qui va supporter le monde. Ah là, c'est catastrophe. Ça, c'est le Issou. La Gemara dit que quelqu'un qui fait une Avera, Kshurabo Kekelev. C'est quoi Kshurabo Kekelev? Vous avez déjà vu un Kelev qui ne vous lâche pas. Vous êtes quelque part, il y a un chien qui vous rôde derrière. Vous connaissez l'expérience. Il ne veut pas vous lâcher. Tu vas à droite, il te suit. Tu vas à gauche, il te suit. Tu te mets dans une porte cochère, t'attends, il est toujours là. C'est pas possible, il va pas me lâcher celui-là. C'est ça la Avera. Au départ, tu te dis, mais je suis libre, je vais librement au monde. Ah, une fois que tu l'as fait, tu es pieds et mains liés. Et ça, on en fait l'expérience chaque jour, enfin, pour ceux qui vont l'Avera chaque jour, mais quand vous faites une Avera, vous faites l'expérience directe. Tu es libre jusqu'au moment d'Avera. Une fois que tu as fait la Avera, il n'y a plus de liberté. Ça y est, tu es enchaîné. Tu as un malheur de din. Et le din, ça veut dire ce qui est déterminé. Alors, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Ça, on verra en Elul. Tu t'en sors par les rachamim. Que les rachamim. Et les rachamim, c'est un rechem. Il faut comme une nouvelle naissance. Parce que tant que tu restes comme ça, c'est mort pour toi. Ça veut dire qu'en fait, ta liberté, elle est à un coup. Tu as un coup à tirer. Si tu tires mal, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu t'engages dans un chemin de déterminisme où tu peux plus. Et une chose entraînera l'autre, une chose entraînera l'autre, c'est fini. Alors, comment on s'en sort? C'est que les rachamim d'Hachem. De te permettre un rechem, une renaissance. Mais sinon, tu es complètement assaut. Voilà, vous entendez ici, en quoi ces trois choses-là sont en fait les effets du chet. Le chet implique, il crée une situation de pizour, de mishkoun et de shiraoud. C'est ça le chet. Donc quand il y a une galoute, c'est pas un onesh, une punition. T'as pas été gentil, ben je vais te faire ça. Non. Et sans aucun rapport entre la punition et le chet. Non. Le galoute n'est que la manifestation extérieure d'un état préalable de galoute. C'est ça le sens de ce texte. Par rapport à quoi on est dans une anormalité? Par rapport à l'essence réelle d'Israël. Quand on est vraiment nous-mêmes, à savoir, ce qui nous définit, c'est notre kécher avec Akadosh Baruch. Peut-être, juste pour terminer, enrichir un peu. En fait, tout le Sefer, si vous regardez le Sefer, c'est sans arrêt... cette idée-là, elle sert de charpente sur lequel le Maharal va construire, revenir, affiner, enrichir. Mais je me suis dit peut-être une Nekuda. Dans le Perek Tet, il parle de la fameuse Gemara qui dit pourquoi dans Echa, la lettre qui est dans le Seder Alphabeta, l'Alphabet Gimel, et bien il y a un ordre. Il y a le P, il est avant le Haïn. Alors, la Gemara de dire parce que les Meraglim ikdimu pela haïn. Voilà. Par contre, dans le premier Pérec, le premier Pérec c'est comme ça. Le haïn il va avant le P. Ah, très étrange. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi qu'est-ce que ça veut dire. On nous met le haïn, le P avant le haïn, pour nous apprendre que ikdimu pela haïn. Bah oui, je sais bien qu'ils ont dit haïn, puisqu'ils ont dit Motzi Shemra. Tibat Haaretz, ils n'ont pas dit la Shonara, ils ont dit du Motzi Shemra. La Shonara, ça veut dire qu'ils ont dit la vérité, mais il ne fallait pas le dire. Ils ont dit du Motzi Shemra, donc ça veut dire nécessairement qu'ils n'ont pas dit la vérité. Donc ils ont nécessairement le P Kadam la Haïn. À la rigueur, tu peux demander, ce que tous les farshim demandent, pourquoi c'est marqué Ikdimu Pelaïn? Ils n'ont pas été Magdim Pelaïn, ils ont mis le P, il n'y avait pas de Haïn.
Ils ont inventé quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Bon. Alors tout le monde répond parce que une fois que tu décides de quelque chose, après tu verras ce que tu as envie. Quand tu viens avec des idées préconçues, tu verras ce que tu veux voir. Bon, peut-être, j'entends. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire ce Midrash? Il nous apprend quoi? Sans ce chamboulement de alpha-bêta, on n'aurait pas su que les Meraglim Ikdimu Pelaïn. Mais c'est l'évidence, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Mentir, dire de quelque chose qui n'est pas vrai, ben c'est nécessairement que ton pays, tu n'as pas traduit avec ton pays ce que tu as vu. Bon, alors, quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? En fait, on ne vient pas nous apprendre ce qu'ils ont fait. On vient nous apprendre qu'est-ce qu'ils ont changé dans le monde. Quelle a été la conséquence de leur avéra? Ils ont changé dans le monde le seder du monde. C'est ça ce qu'il y a de terrible. L'ordre du monde, ce seder-là, qui est l'ordre du réel, c'est cet ordre qui est porté par l'alpha-bêta. Quand Chachamim disent que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le Aleph-Bet, est-ce qu'on peut comprendre une seconde que le Aleph-Bet, c'est la matière avec laquelle Hachem a construit le monde? C'est le Chomer Gelem? Mais non, c'est n'importe quoi. Il y a un monde, il faut bien qu'il y ait une matière. Quelle est la matière du monde? Ben, ce n'est pas les molécules ou les atomes, c'est les lettres. Mais non. Le monde il a été créé avec des atomes, pas avec des lettres. Les lettres, c'est la mégama, c'est le projet, c'est le seder qui se trouve au-delà du monde, c'est le seder de la Torah. C'est ça créer le monde avec le Aleph-Bet. C'est que le monde, il est une expression d'une réalité, d'un réel qui est porté par les lettres. Quand tu es roté, tu es méchané ce seder-là. C'est ça ce que tu es méchané. Or, ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train d'être makrish. Tu n'es pas en train de nier ce que Hachem a créé. Tu nies le seder. Tu nies le seder. Peut-être juste une petite phrase, mais il faudrait peut-être qu'on parle une fois plus longuement. Dans la Gemara, fameuse Gemara, où il y avait un guerre qui est venu chez ouais, il a dit, je veux que tu m'apprennes que la Torah chez Berta, pas la Torah chez Balpé. Moi, je ne vous crois pas. Moi, alors, il lui a appris Aleph Bet. Ah, très bien, ça c'est Aleph, c'est Bet, ça c'est Gimel, c'est Dalet. Le lendemain, Apir. Il a changé l'ordre. Après, il était perdu. Il a dit, tu vois bien que tu dois me faire confiance. Qu'est-ce qu'il a changé dans l'ordre? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a changé? Il a pris Aleph, Bet, Gimel. Après, qu'est-ce qu'il a changé? Ben, il lui a dit, ça, le Aleph, non, c'est le Bet. Le Bet, non, c'est le Dalet. Vous voyez? Rachid dit pas ça. Apir, il dit Kegon Tashrak. Il lui a appris de la dernière lettre à la première. Au lieu de commencer au Aleph et d'arriver au Taf, il a fait le contraire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rachid? Pourquoi ne pas dire simplement je t'ai appris que le Aleph, c'est Aleph. Moi, quand j'étais au GAN, c'est qu'on m'avait dit. Hein. Au début, il croyait que c'est le Aleph. Après, il lui a montré le Aleph. Il dit non, c'est le Bet. Après, il dit mais je perds mon latin, alors c'est quoi? Non. Il faut nous faire confiance. Mais c'est pas ce qu'il dit Rachid. Ce que Rachid veut nous dire, c'est qu'il a été perdre le Seder. Tu ne contestes pas les choses, leur Seder, leur organisation. La Matara, où ça va? Tu peux prendre tout ce que Hachem a donné et tu les organises différemment. Tu n'acceptes pas la manière dont les choses vont. Et bien c'est ça le Ikdimu Peleaïn. Ikdimu le Peleaïn, c'est que désormais, à cause de leur Avera, ils ont inscrit dans le monde une impossibilité de garder le Seder d'Akadosh Baruch Hu. Le P existe, le Aïn existe, mais ils n'ont plus leur place. Parce que dans un monde Metoukan qui est conforme au réel, il y a d'abord le Aïn et après le P. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que dans le monde dans lequel nous vivons, on a du mal, un mal fou à trouver ce Seder. Et nous, dans notre monde, on est d'abord dans le P après le Aïn. Donc, Chachamim ne sont pas en train de nous apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, je sais, ils ont menti. Bon, ça énerve, badaï. Non, mais quelle a été la conséquence de leur acte dans les dégâts qu'ils ont causés dans le monde? L'ampleur des dommages.
Qu'est-ce qui a été dommageable dans le monde? Qu'est-ce qui a été touché par le chet des Meraglim? Igdimu Pelaïn. Désormais, il n'y a plus de possibilité de garder le seder. Alors, pour exprimer rapidement ce que signifie ce Igdimu Pelaïn, c'est quoi le Aïn et c'est quoi le P? Le Aïn, c'est la Reya, c'est voir. Ça doit être premier. Maral dira, le Aïn, c'est le début de tout. Le P, ça doit être toujours second. Alors, entendons bien. Le Aïn, c'est premier. Pourtant, le Rambam dans le Moreh Nevuchim nous dit que le Chet a commencé par le Aïn. Tout Chet commence par la Reya. Va tere Aïcha. Ah, tu vois? Alors, c'est mauvais. Tout Chet commence par la Reya. Et nous, ici, on est en train de nous dire que le Aïn, c'est le Shoresh de tout. Tout dépend de quelle Reya on parle. Il y a la Reya qui te met dans un état de passivité, d'un affect. Tu es affecté par le monde. Donc, plutôt que d'être libre, tu es soumis. C'est ça ce que dit Rambam. Kol hipa'alut ra'a. Chaque fois que tu es, plutôt qu'agir, tu es affecté par quelque chose d'extérieur, c'est le mal. Un homme doit agir. Par quoi? Alors donc, et très souvent, notre vision du monde, c'est on voit les choses et on n'agit pas. On n'agit pas. On se laisse influencer par les images. Il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus simple de se laisser influencer par une image que par un texte. Pourquoi? Parce que quand je fais un texte, il faut quand même faire un effort de lecture, d'entendement. Mais une image, je la reçois passivement. Comme mon rapport à l'image peut être un rapport totalement passif. Un enfant devant un écran, ou un adulte devant un écran, il reçoit passivement toutes les informations qu'il voit, et ben il est passif. Ça c'est le haïn, ça c'est le côté ra. Ça c'est le haïpa'alut, c'est le début de tout chet. Mais le haïn, c'est aussi ayen alav. C'est une peoula de iyun, ayen alav. Regarde, mais regarde pas, regarde en profondeur. Ayen alav. Ben enlo, ayen alav. C'est quoi ben enlo? Si tu n'as pas de ben, alors tu natatem nachalato lebito. Non, si l'enfant, le fils a un fils, alors ayen alav. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle qu'il est là. C'est une présence, mais une présence cachée. Ben enlo, ayen alav. Regarde en profondeur. Ça, c'est un autre type de vision. Ça, c'est une vision active. Quand le Harizal parle de la vision, il dit qu'est-ce que c'est la vision? C'est comme Batayana, cet animal, qui lorsqu'elle voit les choses, et ben par sa vision, elle envoie des ondes qui chauffent l'objet. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que la vision authentique, celle qui est la vision Théora, celle dont on parle de façon bonne, c'est pas un acte passif, c'est un acte actif. Et le P aussi, c'est un acte actif. Je parle, j'énonce. Alors, qu'est-ce que c'est que le P? Qu'est-ce que c'est le haïn? Pourquoi le haïn doit être kodem au P? Le haïn, c'est vrai, un acte actif. Mais c'est un acte où activement tu vas pénétrer quelque chose qu'on te donne. Le haïn, c'est Torah chez Birtav. C'est une dimension qui t'est supérieure et que tu vas pénétrer. Le P, c'est déjà comment, une fois que j'ai été Mekabel Vachorma, je vais dire ma parole. Donc c'est second. Tous les deux, c'est actif. Mais on commence par le haïn. Le haïn, c'est comment me sauver d'une vision qui soit artificielle, et par un effort énorme de pensée, je vais recevoir cette Torah chez Birtav. Ça, c'est le haïn. Je vais recevoir, regarder le monde tel que Hachem l'a créé. Et après, tu es en tant que sujet appelé à dire, à parler. Ça, c'est déjà les dvarim de Torah chez Baal Pé, tes paroles à toi. Ou dvarai asher samti befira. Mais cet acte où l'homme explicite, argumente, commente, ça doit être toujours second. Les Meraglim, ils ont changé l'ordre. Donc, ils ont commencé à parler sans que leur discours soit mechoubar au shoresh. Si tu n'es pas mechoubar au shoresh, tu es dans le pisour. Alors, les paroles, elles inondent le monde. Alors, ce sont des paroles, c'est une logorée qui se termine pas. C'est plus des paroles qui construisent. Tu parles, et la parole est diffusion. Elle est dispersion. Qui ne sait pas que la parole, ça peut être un flot de mots qui ne veulent plus rien dire. La parole peut devenir la dispersion. Par contre, quand la parole est inscrite dans le haïn, alors elle a ce chibour au shoresh.
Ikdimu pe la'ayin, ça veut dire qu'ils ont parlé, mais de telle sorte que leurs paroles, elles ne soient pas rattachées au shoresh. Je termine avec cette phrase. Maharal dit, mais alors pourquoi le premier péril de Echa, le Ayin est avant le P? Chez l'Otomar, pour que tu ne dises pas Karhoua Seder, un Achon, que tu ne penses pas que le P doit être avant le Ayin. Alors on vient te dire non, le Ayin doit être avant le P. Ah, merci beaucoup. On n'a pas fait l'école? On ne connaît pas le Aleph-Bet? On ne sait pas le Aleph-Bet, je ne comprends pas. On a besoin du péril de Echa pour nous dire, tu sais que le Ayin est avant le P. Mais on a tous été à l'école. On sait bien qu'on dit Aleph, Bet, Gimel, Ayin avant P. Non, non, tu ne sais que de Echa. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, peut-être que le Chet a changé la donne. Peut-être que le Chet nous a mis dans une situation différente et le monde a changé. Totalement. Et qu'après le Chet, le monde est différent. Et dans le monde après le Chet, tout commence par le P. C'est ça la question. On pourrait s'imaginer que le monde a été transformé, il a été perverti. Et dans le monde qui est le nôtre, on n'a plus aucun rapport avec le Shoresh. Aucun accès au Shoresh. Tout commence par ta parole, ton ressenti, ta manière de voir. Recevoir une vérité transcendante, c'est plus possible. C'est n'importe quoi. Pas que, mais à l'école, on t'apprend le Aïn avant le P, ça c'était avant le Chet. Mais nous sommes dans un monde après le Chet. Peut-être dans le monde après le Chet, le P commode Odem Laïn. Dit Maharal chez l'Otomar. Non, sache que même maintenant, même après le Chet, le Aïn il est Kodem au P. Seulement c'est très, 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 très difficile de le faire. Mais c'est toujours là. C'est toujours là. Et c'est ce qui fait que ce Seder où le P est avant le Aïn, c'est une Yetzia du Seder. C'est pas qu'on a remplacé un ordre par un autre ordre. On a remplacé un ordre par un désordre. Le désordre ne devient jamais un ordre. Même s'il peut avoir toutes les allures d'un ordre. Mais il reste désordre. Ça, c'est le grand ridouche. Donc en fait, dans ce mot-là, cette petite phrase anodine du Maharal, qui nous dit que chez l'Otomar, que tu n'ailles pas penser que le Aïn, il est avant le P, il est en train de dire tout ce qu'on répète, tout ce qu'il a dit ici dans ce premier pérec. Le Chet ne peut jamais changer l'ordre des choses. Ça reste une anormalité. Et c'est pas parce que tout le monde est en surpoids que la personne qui, elle tient la ligne, elle est anormale. Non, lui, il est normal, les autres sont anormaux. C'est les autres qui sont en état pathologique. Vous voyez, c'est ça l'idée. J'ai terminé.